Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que c'est la 8e si je ne me trompe pas. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer l'analyse de la pièce. Quand je dis on va continuer l'analyse de la pièce, je parle de moi, puisque vous pouvez aussi très bien, vous, avoir une autre analyse de la pièce. Avant de continuer cette analyse de la pièce, donc sur les actes 3 et 4, je vais revenir un peu euh, sur le confinement, sur quelque chose qui m'a choqué en fait pendant le confinement et qui continue toujours à me choquer puisque nous sommes en phase de déconfinement, donc on utilise toujours les mêmes mots. Donc voilà, il s'agit d'un mot, d'une expression qui a été utilisée depuis le mois de mars. Donc, Covid-19 et gestes barrières. Dans ces gestes barrières, on parle beaucoup de distanciation sociale. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, c'est quoi cet usage des mots? J'ai l'impression que nous sommes gouvernés par des gens qui n'ont pas la valeur des mots, pratiquement par des analphabètes. Nous sommes surtout gouvernés par des gens qui n'ont aucune connaissance des mots, qui ne savent pas à quel point ces mots ils peuvent être précis et presque à un moment donné sacrés. Distanciation sociale. Le mot est très moche. C'est sûrement, je pense, un copier-coller de l'anglais, comme souvent, un copier-coller de l'anglais pour le social distancing. En bon français, qu'est-ce qu'on devrait dire? En bon français, on devrait dire gardez vos distances, ou bien on ne devrait pas dire on devrait dire distance et pas distanciation. En français, on pourrait dire distance, je ne sais pas, spatiale. Mais dans la distanciation sociale, il y a quelque chose qui me paraît complètement délirant. Quand j'ai entendu pour la première fois geste barrière, distanciation sociale, j'ai cru un instant que les Français étaient tous devenus fans de théâtre. J'ai cru à un instant que tous les Français étaient devenus des Brechtiens. Alors, Brechtien de Brecht, et donc qui est Bertolt Brecht et que dit-il? Alors Bertolt Brecht est un dramaturge allemand qui a aussi pas mal théorisé sur le théâtre. Brecht, pour son théâtre, s'oppose à l'identification de l'acteur et de son personnage. Il rompt ainsi avec le réalisme. Chez Brecht, et dans le théâtre, dans les théories du théâtre, la distanciation, c'est la frontière entre l'esthétisme et le politique. Et en gros, quand l'acteur ne s'identifie pas à son personnage, pour Brecht, ça amène le spectateur à réfléchir sur le but, le sens du théâtre dans la vie de la cité. Brecht s'appuie sur la distanciation entre l'acteur et les mots qu'il prononce afin de faire naître une attitude politique, morale et critique. Donc pour moi, la distanciation, c'est ça. C'est vraiment quand l'acteur se met à distance par rapport à son texte, par rapport à ce qu'il se passe sur scène, pour faire naître autre chose chez le spectateur, autre chose que l'identification qu'il y a, on va dire, dans le théâtre classique, Donc voilà, c'était juste en guise d'introduction ma petite, on va dire, pensée du jour. On revient sur l'analyse de la pièce. Donc, nous en sommes à l'acte 3. Donc, à l'acte 3, la machine, l'histoire s'emballe. Il n'y a pas de retour en arrière, c'est impossible. Vous avez remarqué que les scènes sont plus nombreuses et plus courtes. De plus, il y a plus d'entrées et de sorties. On rentre vraiment dans on va dire, dans un rythme de comédie. Alors attention, au théâtre comme partout, le rythme, ce n'est pas la précipitation. Le rythme s'accélère.
mais il n'y a pas de précipitation, car quand on regarde des acteurs se précipiter sur scène, c'est insupportable. À partir de l'acte 3, faites aussi attention, ça dépend de chacun. À un moment donné dans la pièce, il faut que vous fassiez attention au rythme et à votre fatigue naturelle. À un moment donné, vous allez sentir au niveau de votre corps, quand vous serez sur scène, une sorte de fatigue, et à ce moment-là, il faut arriver à passer à un autre stade et à passer sur une autre type d'énergie. Voilà. Acte 3, scène 1. Marlène et Richard. Il y a deux niveaux dans cette scène. Il y a le premier niveau, c'est le jeu, la comédie, ce qui est joué. Et le deuxième niveau, c'est le but de cette scène. Qu'est-ce que c'est que le but de cette scène? C'est une synthèse, une explication, surtout en direction du public. C'est un point sur le stratagème de Marlène et de Richard. Marlène se projette. C'est quelqu'un qui réfléchit, peut-être mal, mais elle réfléchit. Tandis que Richard, lui, il est toujours dans le présent, dans l'incompréhension de la situation. Mais Richard est aussi dans une vérité dans laquelle Marlène n'est jamais. Richard est dans une vérité quand il dit Marlène, je t'aime. Il n'y a peut-être pas de phrase plus véridique dans le spectacle que ce Marlène, je t'aime, qui fait un effet comique avec ce qu'elle lui répond, bien entendu. Dans la scène 2, alors en voilà une scène, la scène 2 de l'acte 3, qui est super intéressante. Qu'est-ce qui est dit dans la scène 2? C'est une scène de théâtre collégial. Pensez à la scène 1 de l'acte 1. C'est comme un reflet de cette scène-là. C'est pareil que cet acte 1, scène 1, dans la scène 2 de l'acte 3, il y a un événement avec plusieurs zooms, avec plusieurs niveaux de regard. Au niveau du théâtre, qu'est-ce que ça implique? Et au niveau de la structure, pensez au jeu de regard, pensez au point de vue. Les spectateurs, en gros, dans cette scène, les spectateurs regardent Louise et Henriette qui regardent une scène qui se déroule. Idem pour Marlène et Richard. C'est c'est du grand théâtre classique dans la structure et dans la mécanique comique. Je regarde quelqu'un qui regarde, et là c'est avec deux points de vue. La sincérité de Laurent en SDF. La première réplique de Laurent, est-ce qu'il le dit pour lui-même ou est-ce qu'il se sait déjà écouté et est-ce qu'il se sait déjà observé? Est-ce qu'il est déjà dans son rôle? Que penser de l'agressivité d'Ingrid? Est-ce que pour elle c'est son unique moyen d'être face au monde ou est-ce que c'est une agressivité de parade? Ingrid, c'est, vous l'avez remarqué dans la pièce, une femme maîtresse. Mais il y a quand même une très grande tradition en elle. C'est-à-dire que c'est une femme maîtresse, mais quand il s'agit du rôle femme-homme en public, elle est très traditionnaliste. C'est-à-dire qu'elle pousse son mari à être l'homme, c'est-à-dire à être violent dans les gestes, alors qu'elle, elle est d'une violence totale dans les mots. Et Georges, donc son mari, que pense-t-il à ce moment-là? Voilà, est-ce qu'il met en place son côté fanfaron en étant bien poussé par sa femme ou est-ce qu'il prend une autre stratégie? C'est une scène de violence et je vous ai vu au tout début. Comment est-ce qu'on tape quelqu'un? C'est de la comédie. Pensez à Molière pour l'avare. L'exagération comme levier du comique. Et puis, pensez aux fourberies de Scapin pour le côté je vais te donner du bâton quand Scapin est caché dans un sac et qu'on lui tape dessus. Ingrid se transforme en Cruella d'enfer. Vous savez Cruella d'enfer dans les 101 Dalmatiens. Et autour d'elle,
c'est les fourberies de Scapin et ses guignols avec son bâton. Donc ça aussi, ça se répète, mais ça aussi, ça se répète franchement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas semblant, enfin on fait semblant de taper, mais il faut y mettre toute une intensité, sinon ça ne marche pas. Donc ça, en gros, c'est pour la scène numéro 2 de l'acte 3. L'acte 3, scène 3. En fait, ce que c'est l'acte 3, scène 3, c'est la continuité de cette scène 2. Là aussi, le jeu de Laurent, ces deux répliques tirées de Molière, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que c'est un jeu dans le jeu ou est-ce que c'est vraiment ce qu'il éprouve lui? Marlène, elle n'est pas dans le doute. Son stratagème, maintenant, il est sur les rails, donc elle a intérêt à le suivre. Richard, quant à lui, il est beaucoup plus lent à la détente. Mais maintenant qu'il a pigé le stratagème de sa femme, je pense qu'il commence à le trouver intéressant et qu'il commence à le jouer bien. C'est aussi une scène qui parle du déguisement, du travestissement, comme on dit en théâtre. C'est une scène assez complexe, sur 3 niveaux. Avant, il y avait Laurent. Et tout juste avant, il y avait Laurent déguisé en SDF. Et la proposition qui est faite à Laurent dans cette scène, c'est de se déguiser en traducteur. Donc, ce qui veut dire que nous avons Laurent déguisé en SDF qui va se déguiser en traducteur. Ça aussi, c'est un grand effet de théâtre classique, des comédies, ce qu'on appelle les comédies de travestissement chez Molière, chez Shakespeare, chez Calderon. Voilà, c'est vraiment un des ressorts du comique. Ça me fait aussi penser à la série Twin Peaks. Dans la série Twin Peaks, vous avez Laura. Laura qui est l'héroïne de la série, mais qui meurt au tout début. Laura est blonde. Elle est jouée par une actrice blonde. Elle meurt. Dans la série arrive sa cousine. Sa cousine qui est en fait la même actrice qui a joué Laura, mais qui est teinte en brune. Parce que sa cousine est brune, mais elle lui ressemble étrangement. Et dans un épisode, ce qu'elle va faire, c'est que pour se faire passer pour sa cousine morte, elle va mettre une perruque blonde. Donc en fait, c'est une actrice blonde qui se teint en brune et qui met une perruque blonde par-dessus. Voilà, c'est tout un jeu de miroir, tout un jeu de travestissement, et c'est beaucoup utilisé dans le théâtre et au cinéma, vu l'exemple que je vous ai donné. Acte 3, scène 4. Alors là, c'est vraiment la confrontation entre deux mondes, celui de la concierge et celui du groupe Henriette et Louise. Sans doute que pour la concierge, c'est un choc. Alors pourquoi? les deux, les deux filles, c'est la première fois qu'elles sont excitées comme ça. Ce n'est pas le genre de filles que d'habitude on voit complètement excitées. D'habitude, ce genre de filles, elles sont complètement soumises à leur mère. J'aime à penser que pour Louise et Henriette, c'est peut-être leur premier aperçu de la vraie vie. Il s'est passé quelque chose, il y a eu du grabuge, elles ont regardé des choses se passer, elles ont regardé la vraie vie. Elles sont excitées. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire d'argent, il y a une histoire de violence, enfin, tout ce dont rêvent les gamines, les adolescentes, les filles brimées. Voilà, il s'est passé quelque chose enfin dans leur vie. C'est leur premier aperçu de la vraie vie. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de la concierge dans cette scène? Là aussi, la concierge, c'est toujours un rapport, un lien entre le monde intérieur, donc de l'immeuble qu'elle contrôle, et les apports extérieurs. Donc la concierge, sans doute que elle préférerait, c'est ce que j'ai pensé, elle préférerait ne rien savoir que savoir à moitié. À la limite, elle préfère. Enfin voilà, les filles en disent trop ou pas assez. Et la concierge, elle est tellement déstabilisée
Parce que la concierge, c'est quelqu'un de très cadré, de très brut, de très primitive. Soit elle sait pas. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est le doute, la puce à l'oreille. Donc là, les filles en disent trop ou pas assez. Et la concierge, elle prend ça comme excuse, tellement qu'elle brûle à l'intérieur, pour aller écouter aux portes. Acte 3, scène 5. Dans l'acte 3, scène 5, il y a les trois filles, donc en fait pas les trois filles, mais la mère et les deux filles et la concierge, donc un bloc et un électron libre. Là encore, grand ressort du comique classique, la personne qui écoute aux portes. La personne qui écoute aux portes, c'est le grand ressort du théâtre classique. La concierge, il faut se demander, dans le fait d'écouter aux portes, est-ce qu'elle entend tout? Est-ce qu'elle est gênée par d'autres bruits autour? Est-ce qu'elle est amusée? Est-ce qu'elle est impatiente? Enfin, il y a plein de choses qui peuvent traverser la concierge à ce moment-là. Et en gros, la position, je veux dire, la tension du corps, à quoi on ressemble quand on écoute aux portes, voilà, tout ça, il faut le vivre, tout ça, il faut le ressentir, parce que à ces moments-là, dans ces moments un peu clandestins, dans ces moments où le corps n'est pas dans son attitude noble, il se passe des choses. Et entre le corps et l'expression, les tensions du corps, voilà, qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans la tension du corps de la concierge? Et qu'est-ce qui se passe entre le corps de la concierge qui est empêché, en fait, qui est bandé à cause du fait qu'elle écoute aux portes, et l'expression de son visage? Est-ce qu'il y a un accord entre les deux? Ou est-ce qu'il y a un désaccord entre la tension du corps et la tension du visage? Louise et Henriette, là, elles ne sont pas en solo, elles sont soudées. Elles sont soudées dans la nouvelle, dans ce qu'elles viennent d'apprendre. Et elles sont aussi soudées dans l'approche de leur mère. Et entre les trois, comment bascule le pouvoir entre la mère et les deux filles? Où est l'équilibre du pouvoir? Que ressent Eugénie? C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, elle se rend compte peut-être qu'elle n'a plus la main mise sur ses filles. Voilà, tout ça, c'est des glissements entre les personnes dans la scène. Acte 3, scène 6. Alors dans l'acte 3, scène 6, c'est un comique de situation. Je te parle et tu parles à quelqu'un qui est ailleurs. C'est un jeu à trois entre Yannick, Patricia et la concierge. Et il y a aussi le comique de répétition, le comique récurrent. Vous répétez tout ce que je dis. Enfin, pour ça, vous avez quand même vu dans la pièce qu'il y en a pas mal. Il y a des comiques de situation, des comiques de répétition. Le marchandage. Dans cette scène aussi, il y a du marchandage. Et c'est un grand classique du comique aussi. Patricia, la concierge, dupe ou pas dupe dans le jeu de marchandage? Yannick, est-ce qu'il évolue dans la scène ou est-ce qu'il reste uniquement dans la réaction aux événements et que lui ne prend pas position? Voilà, et puis après, c'est quand même la grande défaite de Yannick où on lui dit, bon, tu pars dans la cuisine et tu nous laisses parler entre femmes. Acte 3, scène 7. Odette, Laurent, oh, ouf, on souffle. Enfin, du moins, c'est ce que le spectateur pense. C'est une scène, on va dire, romantique, une scène sentimentale, une scène d'amour. C'est un autre rythme que tout ce qui s'est passé juste avant. Donc le spectateur croit souffler parce il se fait emporter dans un rythme, je veux dire, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, un rythme un peu plus de mélo. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la comédie. Donc ce rythme un peu mélo, ça vire tout d'un coup à la bouffonnerie. Laurent, Odette, ils croient s'aimer, ils s'aiment peut-être, ils n'osent pas se le dire, et ça vire au grand décalage. Laurent, peut-être que pour la première fois, il ne joue pas un jeu, que peut-être il n'est pas dans le paraître ou dans l'envie d'être amusé. Pourquoi? Parce que peut-être que Laurent est vraiment amoureux et que lorsqu'on est amoureux, on est complètement désarmé.
Odette aussi. Odette aussi. Enfin, Odette, depuis le début, elle est désarmée. Depuis le début, elle est dans le premier degré et elle croit à tout ce qu'on lui dit. Mais Odette, son problème, c'est que dans cette scène, elle pourrait être naturelle. C'est peut-être la seule scène et la seule personne avec qui elle peut être naturelle. Mais elle a décidé de mettre en application ce qu'on lui a appris, ce que Yannick et Patricia lui ont appris. Le inspire, expire, soit naturel, et forcément quand on demande à quelqu'un d'être naturel, qu'est-ce qui se passe? Il ne l'est pas. Et le côté too much, le côté bouffon, qui clôture pratiquement la scène, quand elle en fait trop, quand elle commence à parler d'une manière très romantique de la lumière et du fait de se mettre nue pour danser tellement qu'elle se sent bien. Voilà. C'est une scène avec un rythme mélo au début, un rythme de personne très amoureuse, mais finalement qui vire à la bouffonnerie. Et qu'est-ce qui se passe? Acte 3, scène 8, c'est l'interruption de la scène précédente par Patricia. Et finalement, heureusement, hein, pourquoi pas? Heureusement que Patricia interrompt cette scène parce qu'elle était devenue complètement grotesque. Pourquoi était-elle devenue complètement grotesque? Parce qu'une femme comme Odette qui essaye d'être naturelle et qui en même temps est extrêmement fragile, ça devient du grotesque. Donc, interruption de la scène d'amour devenue grotesque par Patricia. Quel est l'état d'esprit de Patricia? Est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle se rend compte de ce qu'elle est en train d'interrompre? Ou est-ce qu'elle est dans l'urgence et dans la furie? Au tout début, c'est toujours un running gag, l'un comique de répétition. Et Odette et Laurent, face à cette furie de Patricia qui rentre, quels sont leurs sentiments? Analysez le sentiment. Choisissez un sentiment. Vous êtes des acteurs, vous êtes responsables de ce que pense, de ce que ressent votre personnage. Honte, colère, n'importe quoi. Gêne, voilà. Prenez position. Vos personnages doivent ressentir des choses. Acte 3, scène 9. L'huissier et Laurent. Là aussi, qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Dans cette scène, il faut quand même se mettre dans la tête qu'elle vient juste après la scène de Laurent, Patricia et Odette. Et hop, dans cette scène-là, il y a de nouveau Laurent. Mais dans quel état d'esprit il est là? Il vient de se prendre une baffe monumentale. L'huissier, lui, il est dans le rôle de l'huissier. Il n'a pas de recul. Peut-être que le recul, une fois que Laurent aura repris ses esprits, peut-être que le recul, il vient de l'amusement de Laurent. Et cet amusement de Laurent, il vient sur quoi? Sur le mot confidentiel, sur le recul que Laurent prend en remettant, en injectant de l'humour dans cette situation qui n'a rien de comique, mais sur le confidentiel qui renvoie en fait à la première scène où il y a l'huissier, c'est-à-dire entre l'huissier et la concierge, où là aussi c'est une voilà c'est une thématique sur le pouvoir, la confidence. Moi je sais des choses, toi tu n'en sais pas. Moi j'ai le pouvoir. Est-ce que tu sais que je sais qu'il sait? Voilà. Sinon, l'acte 3, scène 10. L'acte 3, scène 10, donc, l'huissier, Ingrid et Georges. Alors, l'acte 3, scène 10. À quoi vous fait penser cette scène? En fait, cette scène, c'est le reflet. Le reflet de l'acte 2, scène 6. C'est de la magie, c'est de l'hypnose. Ingrid, c'est la première fois qu'elle est sans défense, Ingrid, qu'elle est sous le charme. Comment ça se traduit par rapport aux autres facettes du personnage d'Ingrid? Et, et c'est une scène super importante pour Georges. Alors pourquoi? Parce que Georges, avant, il passait pour un idiot. Et finalement, Georges, dans cette scène
voilà, dans cette scène de magie, dans cette scène d'hypnose, finalement, c'est le seul à avoir un peu de jugeote, un peu de méfiance par rapport à ce gars qui vient et qui fait le grand numéro d'hypnose. L'huissier, c'est un grand numéro d'hypnose et l'huissier, lui, doit se positionner face à ça. Est-ce que c'est quelque chose de facile pour lui? Est-ce que c'est quelque chose de naturel, ce numéro d'hypnose? Ou est-ce qu'il a du mal? Fin de l'acte 3. Fin de l'acte 3. Pensez bien que l'acte 3 termine sur un numéro d'hypnose, donc qui va en fait être le point de départ de l'acte 4. Et réfléchissez, quelle est la dernière phrase de l'acte 3? Donc, l'acte 4. L'acte 4, qui commence par la scène 1, forcément, avec Eugénie, Louise et Henriette. Alors là aussi c'est une double scène. C'est exactement la même chose qu'au début de l'acte 3. Eugénie explique à ses filles son stratagème et elle fait aussi un résumé de son cheminement au public. Où est-ce que, où est-ce que la scène bascule? Dans cette scène-là, qui est une scène aussi de pouvoir, mais toutes les scènes sont des scènes de pouvoir. Qui prend le pouvoir? Qui se soumet? Peut-on se soumettre tout en prenant le pouvoir? Ça parle de ça, cette scène. Dans la scène 2, c'est un monologue, le monologue de Laurent. Ce monologue est en deux parties. C'est mon état d'esprit, qu'est-ce que je pense à ce moment-là, et il y a une action dont moi je suis spectateur. Est-ce que c'est une scène de la machine comique ou pas? La scène 3, donc on sort du monologue et on revient avec Marlène, Laurent et Richard. Est-ce que, voilà, dans cette scène, est-ce qu'il y a un moment de faiblesse, un moment de déception de la part de Laurent? Euh, D'autant plus facile, et donc ça rend un peu Laurent crédule, et c'est d'autant plus facile pour Marlène de le convaincre. Euh, Laurent a un moment de faiblesse et il se trahit presque. Et ça aussi, c'est de l'effet comique, c'est-à-dire quand il va pour prononcer son nom et quand on lui demande comment il s'appelle, il prononce son vrai nom. Voilà, ça c'est aussi quelque chose du théâtre qui remonte, voilà, de la commedia dell'arte, du, oui, de la commedia dell'arte ou même du théâtre du Moyen Âge. C'est quand il y a des lapsus tellement gros que le public le comprend et que ça rend d'autant plus ridicule les gens qui sont sur scène. L'effet comique est aussi dans la rapidité de l'enchaînement vers la scène 4. C'est-à-dire que la scène 3, c'est le plan, on vous propose quelque chose. Et dans la scène 4, c'est l'exécution. Tout le monde est prêt, tout le monde a son costume, tout le monde connaît son rôle et on y va pour les Argentins. Donc, au niveau de la scène 4, qui sont la concierge, Richard, Laurent et Marlène. Alors là aussi, au niveau, bon, il y a les accents, hein, je pense qu'on en a parlé la dernière fois au téléphone, des accents. Le rythme est décomposé, mais soutenu. Ce sont des questions-réponses avec le traducteur, et l'effet comique se trouve dans les positions et dans le rythme, c'est-à-dire quelqu'un qui parle, quelqu'un qui traduit, quelqu'un qui comprend, alors que c'est du charabia et que tout le monde dit n'importe quoi. La concierge, à ce moment-là, dans cette scène, la concierge n'est pas le personnage principal, mais la concierge, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Est-ce que c'est une invasion de son monde? Est-ce qu'elle est déstabilisée? Personnellement, je pense que pour la concierge, elle est dans une espèce de sincérité. Quand elle pose des questions, ce sont des vraies questions, mais ils sont vraiment de la même famille, parce que la concierge, elle a quand même compris que pour contrôler son monde, il faut qu'elle le comprenne. Donc il faut qu'elle pose des questions. La question, est-ce qu'ils sont vraiment de la même famille? C'est vraiment une vraie question.
La concierge est complètement déstabilisée. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a une forme d'agressivité de sa part. La scène 5, donc Yannick Patricia, c'est une sorte de piqûre, de rappel de la relation très particulière dans ce couple entre Yannick et Patricia. Dans cette scène, c'est aussi, on voit une facette de Patricia sur sa panique. Son plan ne marche pas. Donc on la voit en live, en direct, changer de plan. Et comment ça se traduit chez elle? Est-ce qu'elle est sereine? Est-ce qu'elle n'est pas sereine? Est-ce qu'elle est dans la panique? Voilà, tout ça sur Patricia et Yannick qui est en face d'elle comme un miroir. Est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'il est déstabilisé? Puisque Patricia, à chaque fois qu'elle change d'avis, il faut qu'elle arrive à déstabiliser Yannick pour que Yannick puisse la suivre dans son nouveau délire. Donc ça, c'était l'acte 4, scène 5 de Yannick et Patricia. Au niveau de l'acte 4, scène 6, Eugénie, Georges, Louise. Alors celle-là, on l'a vu aussi, on l'a vu, enfin, on l'a un peu travaillé, on l'a mis en place au mois de février. Là aussi c'est de la farce, là aussi c'est un des grands ressorts de la farce, aussi bien sur le texte que du côté visuel. Georges seul. C'est la première fois qu'on voit Georges seul, sans sa femme. Qu'est-ce que ça change? Georges, pourquoi est-ce qu'il est si récalcitrant au début à ouvrir la porte? Et surtout, c'est quoi le moment de basculement? C'est quoi le moment de basculement quand Georges n'est plus récalcitrant, mais qu'il est complètement subjugué par Louise? Eugénie, la position. Quelle est la position d'Eugénie dans cette scène? Quel est le ressort comique à ce moment-là? Elle se dit à l'écart. Elle se dit à l'écart, mais comme toutes les personnes à l'écart, en fait, elle prend le maximum de place. Son état mental, sa position physique, la position du corps. Qu'est-ce que fait Eugénie? Qu'est-ce que est Eugénie à ce moment-là? Louise, alors finalement Louise, qu'est-ce qu'elle joue à ce moment-là? Est-ce qu'elle en fait trop? Je serais plutôt pour dire qu'elle en fait trop. Et est-ce que, par exemple, une question toute bête, est-ce que Louise a déjà expérimenté l'orgasme qu'elle est en train de jouer à ce moment-là? En gros, est-ce que c'est une scène de cul? Franchement. La scène 7. La scène 7 qui est la continuité de la scène 6 avec l'entrée d'Ingrid. Et cette scène, c'est aussi un reflet de l'acte 3, scène 8. C'est le même type de mécanisme. L'arrivée d'Ingrid en furie. Alors très vite, Ingrid, elle pèse le pour et le contre de la situation. C'est-à-dire, le contre, c'est l'état de son mari quand elle rentre dans la pièce, et le pour, c'est la grande nouvelle. Et donc forcément, la grande nouvelle, elle prime sur l'amourette de son mari. Et pensez aussi à l'état d'esprit dans lequel Eugénie et Henriette sont arrivées. Peut-être qu'elles ont dû faire un beau travail sur elles, beaucoup d'efforts pour arriver à venir séduire Georges. Et donc, comment partent-elles? Comment sont-elles chassées de scène et qu'est-ce qu'elles ressentent? Pour la scène 7 donc, qui est une scène, on va dire, avec pardon, excusez-moi. La scène 7, on a déjà parlé du début. Et donc, dans la scène 7 se remplit petit à petit pour qu'il y ait ensuite sur scène Ingrid, Georges, Marlène, Richard, Laurent
et Eugénie et Louise qui font la transition avant d'être chassés de l'appartement. Donc, l'entrée des Argentins, on a aussi déjà ébauché cette scène. C'est, comme je disais, du théâtre comique, c'est basé sur du grand Mamamouchi, et comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, allez regarder les fantaisies, les chorégraphies qu'il peut y avoir au théâtre quand tout devient too much. Quand on parle de l'exotisme, c'est un des grands ressorts du théâtre comique. Dans Molière, c'est l'arrivée des Turcs. Mais ce n'est pas des vrais Turcs, c'est l'image qu'on se fait des Turcs. Et pour les Argentins, c'est pareil, c'est de l'exotisme, c'est du too much. Agrandissez. Vous êtes sur scène, vous agrandissez, vous agrandissez, vous agrandissez, et si jamais c'est trop grand, eh ben on fera plus petit. Mais il faut quand même mettre de la matière, mettre du délire. Donc l'arrivée des Argentins, on a déjà ébauché cette scène, c'est de la fantaisie chorégraphiée. Le comique, il vient de quoi? Il vient de l'écart entre la scène triviale qui vient de se passer, la scène pratiquement de boulevard, je surprends mon mari en train de séduire quelqu'un, et cette espèce de rêve, de cortège qui arrive avec des Argentins. Le côté magique de l'arrivée des Argentins face à la trivialité de je viens de choper mon mari en train de commettre une faute. Ingrid et Georges sont hypnotisés. Même Georges à ce moment-là. Georges avait eu des doutes quand il y avait eu la scène avec l'huissier. Là, il n'en a plus aucun, il rentre entièrement dans le panneau. Qu'est-ce que ça veut dire de Georges? Ça veut dire que Georges est plus intéressé et plus sensible au fait d'avoir une famille issue des conquistadores plutôt que de l'argent. C'est ça que ça veut dire de Georges. Richard, finalement, ben ce pauvre Richard là, qui est toujours dans la lune parce qu'il est un peu sourd, parce qu'il ne comprend pas tout, et ben finalement, une fois qu'il a compris les tenants et les aboutissants du plan de sa femme, il joue ce plan à la perfection. Et pour Marlène, c'est l'heure de gloire. C'est le début effectif de son stratagème et c'est son heure de gloire. Et c'est d'autant plus comique qu'elle ne se doute pas que en fait ce n'est pas vraiment son heure de gloire à elle, mais que c'est l'heure de gloire de Laurent, parce que Laurent, lui, s'amuse de plus en plus, et c'est le moment d'orgue de la pièce où Laurent est maître de la situation et il a le pouvoir total. Acte 4, scène 8. Donc l'acte 4, scène 8, c'est Ingrid, Georges, Patricia, Yannick. Donc là, c'est encore l'action-réaction de Patricia. Patricia, c'est la deuxième fois qu'elle déboule sur scène comme ça. C'est la deuxième fois qu'elle déboule sur scène en faisant non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Alors, qu'est-ce que ça dit du personnage de Patricia, de sa sensation de panique? Patricia, elle est comme Marlène. Patricia, c'est une intrigante. Mais le problème, c'est qu'elle est beaucoup moins bonne dans l'intrigue que Marlène. Elle ne comprend pas tout, elle n'a pas tous les éléments. Patricia, elle se veut intrigante, mais elle n'a pas tous les éléments et elle a toujours un train de retard. Et comment ça se traduit chez elle? Ça se traduit par une panique où il faut qu'elle arrive en faisant une scène. Ça fait quand même la deuxième fois que Patricia fait une scène en rentrant. Pourquoi? Pour essayer de rattraper les erreurs de son stratagème initial. Alors ça, c'est le comique. Le comique du coup de théâtre. Ça aussi, c'était une des grandes traditions dans le théâtre, dans la construction comique du théâtre, ou même tragique, hein, parce que le coup de théâtre. Voilà, mais dans la version comique de ce coup de théâtre, c'est ciel, mon mari, oh mon Dieu, le père de mon enfant, c'est lui, c'est pas toi. Voilà, coup de théâtre. Et c'est un coup de théâtre qui tombe à l'eau vers la fin de la scène, mais qui déstabilise tout le monde et qui pourrait en fait rebattre toutes les cartes. Donc c'est toi le père de mon enfant. Là aussi, ensuite, dans la scène, il y a un jeu de reflets.
et de distanciation sur le marchandage. Le marchandage, on a déjà eu une scène sur le marchandage qui impliquait déjà Patricia. Donc, jeu de reflet de distanciation sur le marchandage. Comparer le marchandage qui a lieu dans cette scène avec le marchandage qu'il y avait avec la concierge. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe de pareil qu'avec le marchandage de la concierge? Et au contraire, qu'est-ce qui met de la distance entre la première scène de marchandage? C'est une scène de femme. C'est une scène, une confrontation entre Ingrid et Patricia. Pourquoi? Parce que à côté, Georges, lui, est d'une sincérité absolue. Par exemple, quand il dit qu'est-ce qu'il faut que je dise? Alors, c'est une phrase qui fait un effet comique, vu la situation. Mais là, Georges est complètement pris au dépourvu. Georges, à ce moment-là, est nu. Ingrid, elle est prête à tout. C'est là où on voit son côté vil, son côté bas, son côté Cruella d'enfer, descend un dalmatien. C'est que Ingrid est prête à tout, même à anéantir Georges. Parce que ce qu'elle fait à ce moment-là, c'est vraiment anéantir Georges. Pensez bien que c'est un couple très traditionnel. Et lorsqu'elle force Georges à avouer qu'il ne peut pas avoir d'enfant, c'est annihiler la condition d'homme de Georges. Alors déjà qu'il lui reste pas grand-chose à ce Georges, mais si on lui enlève sa condition d'homme, pour lui, c'est terrible. Quand elle fait avouer à Georges, à son mari, qu'il ne peut pas avoir d'enfant, en fait, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle le tue. Elle le tue pourquoi? Pour une question d'argent, pour une question d'honneur. Acte 4, scène 9, Georges la concierge. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est une scène de vengeance. Comme je vous l'ai dit, dans la vidéo où on parle un peu des actions, des buts de chaque personnage, peut-être que ça, c'est une scène qui a rapport à quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui ne s'est pas passé sur scène. Peut-être que c'est une histoire ancienne, quelque chose qui a dû se passer à un moment donné entre la concierge et Georges. C'est une scène de vengeance, une histoire peut-être qui date de bien avant la pièce. Le ridicule de Georges, la réaction de la concierge. La réaction de la concierge, est-ce que c'est une réaction face au ridicule de Georges ou une réaction face à Georges en général? C'est comique. C'est comique pourquoi? Parce qu'on voit comment peut réagir un homme complètement pris par ses rêves de grandeur. Je fais partie de la famille d'Argentine, je suis de la famille d'un conquistador, mais c'est aussi une scène où on voit un homme qui souffre. Il s'est pris une baffe monumentale 2 minutes avant, au niveau de ce sujet de paternité, tout ça. Il est dans la souffrance. Il peut sortir de la souffrance que par le rêve, que par ce délire qu'il a de puissance, de grandeur, du fait j'appartiens à la haute noblesse argentine. Donc c'est vraiment ce côté. En fait, pour Georges, c'est tragique. C'est un moment tragique. C'est un homme blessé. Mais pour le public, ce qu'il voit, c'est comique. C'est à quoi ressemble un homme complètement pris par ses rêves, à quoi croit et à quoi ressemble un homme quand il se pense plein de pouvoir. Qu'est-ce que ça dit au public? Ça dit, eh ben, les fantasmes, les rêves, on a chacun les nôtres, et franchement, on a les rêves et les fantasmes qu'on peut, et nos rêves à nous semblent toujours un peu comiques aux autres. La serpillière. Oh, en voilà un objet étrange. En fait, qu'est-ce que c'est que cette serpillière? C'est juste une serpillière ou c'est un objet qui a beaucoup plus de valeur? Est-ce que c'est un objet confisqué? Est-ce que quand la concierge arrive sur scène, Georges en fait a confisqué cette serpillière et peut-être que cette serpillière veut dire beaucoup pour la concierge, peut-être qu'elle y met autre chose, peut-être que pour elle, l'objet de pouvoir,
c'est sa serpillière, ou du moins son pouvoir passe par la serpillière, donc il faut absolument qu'elle récupère sa serpillière. Parce que quand même, à la fin de la scène, là aussi c'est un reflet avec d'autres scènes de violence, elle l'agresse physiquement. Elle l'agresse physiquement pour une serpillière. Donc, il doit y avoir autre chose que ce qui est dit dans le texte entre les deux personnages, et la serpillière doit bien vouloir symboliser quelque chose. Acte 4, scène 10, c'est aussi, donc Henriette et l'huissier, c'est une grande scène d'hypnose aussi. Ça parle de quoi? Du grotesque de la séduction. C'est une scène très féministe. Ça prend quand même en compte le fait que depuis leur naissance, que ce soit à la préhistoire ou encore à l'heure actuelle, les femmes sont élevées pour séduire. Qu'est-ce qu'on apprend aux femmes? On apprend aux femmes qu'elles ne sont bonnes qu'à séduire et que si elles veulent s'en sortir dans la vie, il faut qu'elles séduisent. Et qu'est-ce que fait à ce moment-là Henriette? Elle rentre dans ce panneau-là, et comme c'est du comique, elle y va à fond. C'est du grotesque de situation. Est-ce qu'Henriette s'est fait une éducation accélérée du rapport homme-femme? Peut-être qu'elle a trop visionné, qu'elle a passé une nuit à visionner en fait tous les films avec Marilyn Monroe, avec Marlène Dietrich, Greta Garbo, qu'elle s'est fait une éducation accélérée comme ça. Peut-être même qu'elle s'est fait une éducation en regardant 3 heures de films porno. Où est passée la révolutionnaire? Où est passée la révolutionnaire du début, qui finalement se soumet au diktat de la société qui lui dit qu'une femme, pour réussir dans la vie, elle doit se marier, avoir des enfants et séduire, sinon elle n'arrive à rien. C'est une scène visuelle. Où est le livret A? Que symbolise le livret A? Et c'est de cette manière-là que cette scène devient comique. Elle devient comique. Pourquoi? L'effet too much de la séduction et visuellement, où est ce livret A? Et l'huissier? L'huissier, où est-ce qu'il en est? Euh, L'huissier, quelle est sa faille? Bon, je pense que dans cette scène, là, sa faille est claire. Et surtout que ça pose un problème à l'huissier. Et ça ouvre, en fait, des perspectives à l'huissier. La question de l'huissier, c'est quoi? La question de l'huissier, c'est est-ce qu'un pucelage, est-ce que la perte d'un pucelage, ça vaut 22 millions d'euros? En gros, c'est ça la question. À combien est-ce qu'il estime la perte de son pucelage? Acte 4, scène 11. Odette Laurent. Ouf, là aussi peut-être une pause, peut-être pas. Odette Laurent. Est-ce qu'on sort du registre effréné de la comédie ou est-ce qu'on y reste? Odette, elle est, pour le contraste entre les deux personnages, Odette, elle est toujours terre à terre, dans la sincérité. Laurent, lui, dans cette scène, il a le choix. Le choix d'arrêter de jouer la comédie et de prendre du bon temps avec Odette ou de continuer la mascarade. Que choisit-il? Pourquoi? Laurent choisit l'entre-deux. Laurent choisit de prendre du bon temps avec Odette, mais de continuer la mascarade en la mettant dans la confidence. La plus grande peur d'Odette, elle se révèle dans cette scène-là. Odette, elle est introvertie. Et c'est pas une peur, c'est un état. Voilà. Elle est introvertie, elle voudrait que ça change. Mais sa peur, la plus grande peur d'Odette, c'est de se faire duper. Dupée, elle l'a déjà été par Yannick et Patricia, et là, elle a très peur de se faire duper par Laurent, comme elle l'a été par Patricia. Voilà, donc fin de l'analyse de la scène 4. Alors, la scène 5, j'en ferai peut-être une analyse, mais déjà la scène 5, elle est courte. Et finalement, la scène 5, qu'est-ce que c'est? C'est la scène 5. L'acte 5, qu'est-ce que c'est? L'acte 5, c'est la fin de la pièce, et c'est quand toutes les pistes, toutes les histoires de la pièce se rejoignent et se terminent. Comme c'est une comédie, se termine par un happy end.
Alors, il y a un peu d'analyse à faire, mais c'est pas grand-chose. Et en plus, l'acte 5 est quand même très restreint. Donc, j'essaierai quand même, dans une prochaine vidéo, de revenir un peu dessus. Voilà, donc fin de l'analyse de l'acte 4. J'espère que ça va bien et que vous profitez un peu des ponts, même si c'est des ponts en semi-confinement. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.